Hey, bonjour vous autres. Alors, on commence un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. On la commence ce samedi 6 septembre. Fin d'après-midi, post-boulot, euh, post-fatigue de semaine. Puis en plus, la semaine prochaine, c'est une semaine que je vais avoir avant de tomber en plus longues vacances. Donc, c'est le fun, les vacances qui s'en viennent. Mais vous savez, c'est quoi les semaines avant qu'on parte en vacances? C'est une semaine où on essaie de rien oublier puis de tout laisser pas trop compliqué pour les collègues et tout. Donc, j'essaie de ne pas y penser. Je vais profiter de ma fin de semaine. Et où j'en suis dans mes lectures, ben en fait, je viens de terminer comme deux lectures et je ne sais pas trop ce que je vais, vers quoi je vais me plonger. Ce serait peut-être bien que je commence dès maintenant à lire au moins un des livres de ma paix à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ben, tu sais, dans le sens où ça serait chouette, là, pas parce qu'il faut. Donc, peut-être que je me plongerai dans une lecture que je peux avoir en audio dans ma pile à lire, ou un roman graphique que j'ai à lire, ou je ne le sais pas, puis ça va comme se déterminer demain au fil de la journée. Je commence vraiment la semaine sans vraiment idées arrêtées. Donc, ben, je voulais juste ouvrir le vlog avec vous. J'espère que ça se passe bien pour vous. Je ne sais pas comment la première semaine de la rentrée s'est goupillée. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas trop échevelé? Puis, ben, c'est ça. Ben, si jamais j'ai d'autres petits moments livresques d'ici à ce que je me choisisse une autre lecture, je vous les mettrai peut-être en petites images. Puis, on se reparle officiellement dès que j'ai mon premier livre dans la poche. Allez, on se lance à tout! Hey, bonjour! Alors, on se recroise au détour d'un dimanche après-midi avec une météo aujourd'hui, c'est vraiment étrange. C'est une journée où il annonçait pas de pluie, puis finalement, il y a du gros soleil, puis finalement, il y a des averses complètement impromptues. Je sais pas si c'est la pleine lune, je suis pas tant Madame Pleine Lune, disons, influence, mais des fois, je me demande si, bon, ça peut quand même avoir un impact, j'imagine. C'est vraiment étrange. Ce qui fait que notre journée était un peu comme entrecoupée de. On avait des projets à faire. Moi, vous avez vu que finalement, ben, vous aurez vu, puisque ça va déjà être fait, que le vlog, finalement, j'ai sorti plus tard parce que j'avais pas eu le temps de le monter. Puis hier soir, j'ai profité d'être avec mon copain puis qu'on faisait des choses ensemble et tout. Donc, j'ai pas eu le temps de finir de le monter. Donc, en plus, j'ai eu des problèmes d'exportation. Ça a été super long. J'ai fini de monter mon vlog tardivement. Ce matin, là, ça a été long à importer et exporter. Puis là, je me suis dit, je vais aller courir, mais avec tout ça, la journée avançait, entrecoupée de grosses averses. Fait que c'est vraiment comique. C'est comme une journée où j'arrive pas trop à identifier le mood. Mais je pense que pour ceux qui travaillent demain, c'est pas mon cas, mais pour ceux qui travaillent demain, ça doit être une journée où on n'a pas le temps de penser que c'est le retour au boulot demain. Donc, c'est l'avantage. Alors, grande parenthèse pour dire que j'ai finalement, ah oui, j'ai aussi super gros tergiversé. Aujourd'hui, c'est vraiment une drôle de journée. J'ai vraiment tergiversé sur qu'est-ce que j'allais lire comme prochain livre audio parce que j'allais courir, puis je trouvais pas. Puis finalement, j'ai décidé d'entamer ma pièce à lire du Cold Winter Challenge. Non, voyons, j'attends, je vais me tromper. Du Pumpkin Autumn Challenge. C'est ma première année, hein, ça paraît, que je le fais. Parce que je croyais que j'avais beaucoup de possibilités d'avoir accès à des livres audio sans avoir à les acheter, je veux dire, donc en passant par les bibliothèques ou par les plateformes que j'utilise déjà mensuellement pour les livres audio, pour ma pièce à lire, mais c'est plutôt difficile, je dirais. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire, à moins que ce soit les livres que j'ai à lire, ce sont des livres que je vais lire à raison de un par semaine en papier, peut-être. Je sais pas, mais j'ai quand même des grosses briques. Bref, le seul que j'avais l'opportunité de trouver en livre audio, c'était celui-ci. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, finalement. Et c'est le fameux 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig, qui est ici dans une collection collector. C'est chez Pavillon Poche, je pense, ouais, de Robert Laffont, donc chez Pavillon Poche. Et ben, je l'ai entamé. J'avais déjà commencé le livre audio de 24 heures dans la vie d'une femme. J'avais pas tant accroché, mais dans le fond, je me rends compte que c'est parce que je n'étais pas allée assez loin. Parce qu'en fait, c'est une histoire dans une histoire. C'est encore un novella, ça fait 145 pages.
Puis en gros, mettons qu'on veut décrire ça froidement, je suis en train de passer la préface parce que je ne voulais pas trop lire en avance, mais je trouve qu'ici, ce qui est indiqué dans une partie du paragraphe de la présentation de cette édition-là, ça décrit bien, je crois, le contenu. Alors, ça dit donc, en page 20, ici, un drame survient dans le cercle fermé des pensionnaires d'un hôtel de Monte-Carlo. Une honorable mère de famille quitte un soir mari et enfants pour fuir en compagnie du beau jeune homme arrivé 2 jours plus tôt et qui fait la une des distingués ragots. L'événement donne lieu à maint débat et prise de position. Une vieille aristocrate anglaise est touchée par la vie qu'aimait le narrateur. Loin de blâmer la prétendue pécheresse, il prend sa défense. La dame, sensible à cette optique, l'invite alors à écouter sa propre histoire. Donc, comme je vous disais, c'est une histoire dans une histoire. Moi, dans le fond, quand j'avais commencé la lecture du livre, l'écoute du livre audio, jadis, puis j'avais essayé, j'étais vraiment arrêtée au début. Puis je sais pas pourquoi j'étais restée dans l'idée que c'était une femme, la narratrice. Puis plus ça avançait, plus je me disais, ben voyons, on dirait que c'est pas une femme. Puis dans le fond, je m'étais arrêtée à la prémisse du départ où il y a l'espèce de, dans le fond, la description de l'hôtel de Monte-Carlo, un petit peu c'est qui est là, l'événement qui se passe qui va bouleverser les pensionnaires de cet hôtel-là. Puis, c'était correct, ça donnait vraiment une vibe de, disons, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, mais en moins peaufiné, disons, un petit peu plus, pas, pas droit, mais un petit peu plus cartésien, disons, encore que Virginia Woolf. Donc, je me disais, bon, OK, mais je n'étais pas sûre si ça allait m'accrocher. Mais dans le fond, là, j'en suis arrivée au moment où la fameuse femme, qui est Mrs. C, qui est l'aristocrate anglaise, prend la décision de se confier, dans le fond, au narrateur. Puis on entame tout juste, en fait, son récit. Donc, j'imagine qu'elle va rencontrer 24 heures dans sa vie à elle, à l'époque, de quelque chose qui peut-être la société considérait comme une erreur, mais qui était une erreur majeure, mais qui était peut-être juste un moment où elle a suivi ses élans. C'est quand même intéressant de voir que le narrateur est un homme et que c'est l'homme qui prend la défense de cette femme-là dans l'hôtel à Monte-Carlo, ce qui a un peu allumé la conversation entre l'aristocrate et le narrateur. Parce que tout le monde la condamne évidemment, c'est une femme, elle est partie sur un coup de tête, elle a abandonné ses enfants et son mari, là. Puis c'est intéressant de voir que c'est un homme qui dit juste, ben, je vois pas comment je peux me substituer à un jury pour décider que c'est quelqu'un qui n'est pas correct. On n'est pas nécessairement uniquement nos actions. Elle a le droit aussi d'avoir des élans et tout. Donc, à date, je trouve ça quand même intéressant. C'est un peu en poulet, mais en même temps, c'est une traduction. Là, je parle pas allemand. Donc, c'est une traduction, puis c'est quand même été écrit initialement, je sais pas en quelle année. Ça doit être écrit dans les 850 pages de présentation. Est-ce qu'on dit premièrement, traduction française, ça fait un bout que c'est traduit, mais... J'aimerais ça savoir. Oui, ça. En 1926, donc quand même. Donc, en 1926, c'est sûr qu'on est dans une autre façon de formuler les choses. Ça dit aussi que Stefan Zweig avait une correspondance assez intense avec Freud. Donc, on est un petit peu là-dedans. Peut-être aussi cette façon-là un peu d'approcher l'humain. Cela dit, ça demeure, si ça s'en va vers où je pense, ça demeure quand même justement un point de vue qui devait être pour l'époque assez choquant. En même temps, bon, ben 1926, peut-être pas, parce que c'était quand même l'entre-deux-guerres. Donc, il y avait quand même les gens ont pris plus de liberté, mais ça reste quand même contenu dans une société qui était encore traditionnelle, puis le rôle de la femme n'avait pas tant évolué, même si les femmes prenaient plus de liberté en l'entre-deux-guerres. Bref, j'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. La narration n'est pas particulièrement intéressante. En fait, j'aurais aimé mieux avoir accès à la nouvelle narration qui a été créée. Mais bon, dans celle qui était pour la bibliothèque, j'étais encore en longue file d'attente. Et pour un livre audio qui fait comme 2h45, j'avais pas nécessairement envie de gaspiller des heures ou des crédits là, sur des applications où j'en ai. Je me disais que c'était mieux que je sois à un endroit où je pouvais potentiellement y accéder autrement. Donc là, j'avais une plateforme qui me restait quelques heures. Puis j'avais l'ancienne version qui était chez Télém, je pense,
Puis est correct, c'est juste que c'est une narration qui est plus neutre. Donc, qui fait un petit peu plus déclamer, disons. Donc, on est tellement habitué maintenant aux narrations qui nous mâchent un peu l'émotion que c'est peut-être juste pour ça que ça fait un petit peu un clash. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est vraiment dans, pas le contemplatif, mais un peu, fait que ça reste quand même une plume qui invite à ça aussi, à la neutralité. Donc, ben voilà. Fait qu'on verra ce que ça va donner, mais c'est ma lecture en cours en ce moment. Après, ben écoutez, j'ai réalisé que j'avais vraiment beaucoup de vlogs en retard, donc à écouter. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais j'ai à mon avis que demain il fait super beau puis que je parte encore sur la trotte comme ça m'arrive tout le temps les lundis quand j'ai congé. Mais j'aimerais bien en profiter pour relaxer un petit peu encore une fois avant ma grosse semaine pré-vacances, donc la semaine de préparation au moment où je vais partir. Donc, je vais voir ce que je vais faire demain. Mais sinon, c'est le fun de savoir que j'ai plein de vlogs que je peux écouter. C'est comme vraiment plaisant. Voilà. Donc, je vous tiens au courant de la suite. Mais ben, je voulais juste faire le petit coucou pour vous dire que j'étais là-dedans. Ah oui, puis dans le fond, je sais pas, là, je sais pas si on va bien voir, mais j'en suis là, donc j'ai lu 50, au tiers dans le fond. 50 pages sur environ 145-150 pages. Donc, puis je vais sans doute le continuer peut-être en livre papier. C'est une édition qui se lit bien. Elle est très légère. Elle a l'air être ancienne, mais très légère. C'est super aéré à l'intérieur, là, donc je sais pas si on voit bien. Donc, ben, si jamais vous voulez, puis vous êtes pris pour vous en acheter une, ben vous pouvez le faire. Faites juste, j'espère pour vous que vous ne tomberez pas sur les librairies qui, comme moi, m'ont mis des étiquettes qui sont tellement collantes que ça a fait décoller la couverture, ben en fait, le revêtement de la couverture. Genre, c'est superficiel, mais je n'en ai déjà parlé, puis j'en reparle encore, je l'ai encore sur le cœur. Alors, sur ces bonnes paroles superficielles de lectrice un peu psychorigide, je vous dis à tantôt. Mais je me focalisais sur le manuscrit, donc on va dire que ça fait en même temps un peu plus calme que d'être sur des tableurs Excel, des envois de mails, des vérifications de fichiers, etc. Je voudrais également faire un peu de cuisine. Hey, bonjour! Alors qu'on se retrouve, on est le lundi 8 septembre et je suis en congé. Et c'est la journée où je pense que ce serait stratégique que je reste tranquille à la maison. Mais là, il fait beau, j'ai le goût de faire 850 000 choses. Mais quand je fais ça, après ça, je suis fatiguée. Je commence ma semaine un peu fatiguée. Puis comme je vous disais cette semaine, ça va être une grosse semaine de préparation à la vacance. Donc, on verra. Mais première chose, je voulais vous parler d'une avenue que j'emprunte rarement avec vous. Donc, c'est-à-dire que finalement, j'ai cédé et je me suis rabonnée à Netflix temporairement. Même si j'avais pris la décision de ne pas le faire en regard du contexte politique actuel avec les États-Unis. Mais parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bonnes choses qui sont sorties sur Netflix, entre autres Wednesday, mais autre chose aussi. Et entre autres, l'adaptation en film du premier volet de la série Thursday, je ne suis pas capable de dire ce titre-là. Thursday Murder Club de Richard Osman avec un casting de la mort, genre Helen Mirren, Pierce Brosnan, plein d'autres vedettes, entre guillemets, qui y jouent extrêmement bien. Et on l'a regardé, mon copain et moi, et c'était vraiment excellent. Ce qui est le fun, c'est qu'il y avait le point de vue de... Moi, j'ai lu toute la série au complet. Mon copain, absolument rien. Et les deux, on a été super satisfaits. Donc, ça veut dire qu'à la fois, il y a eu une adaptation qui a été bien construite, bien pensée, et à la fois, c'est suffisamment intéressant, fidèle au livre, mais donc à ce qui est habile dans le livre pour que mon copain comprenne, même s'il n'avait pas nécessairement lu tout.
Je dirais que c'est relativement fidèle, assez que je sais plus trop qu'est-ce qui a été retiré. Bon, je sais qu'il y a quand même une certaine partie qui a été épurée parce que ça reste que le premier tome euh, de cette série-là, ben dans le fond, Thursday Murder Club, c'est un roman, puis même pour tout le restant de la série, c'est une série qui propose des points de vue différents. Donc, on va suivre les personnages principaux, on va suivre en fait l'action selon le point de vue des différents personnages principaux, dont une grande partie quand même selon le point de vue de Joyce, qui est une savoureuse ancienne infirmière dont la fille travaille dans les finances et qui a une approche candide et jovialiste de la vie, mais qui est pas nécessairement, qui manque pas de lucidité. C'est juste que de l'extérieur, elle a l'air d'être genre la petite grand-maman en petite laine fluffy et tout ça, mais dans le fond, elle est capable quand même de bien comprendre entre les lignes. Et c'est sûr que ce côté-là de multiples points de vue et le côté du fait que c'est Joyce qui nous menait souvent, qui menait souvent la narration sous la forme de journaux, d'entrée de journal intime, ce côté-là un peu épistolaire, un peu multiples points de vue, c'est sûr que ça s'est perdu à travers le film, mais on ne peut pas vraiment faire autrement. Mais à part ça, le restant, c'est vraiment intéressant. Ah oui, il y a même David Tennant qui fait une apparition. D'ailleurs, très bien casté pour ce rôle-là. Je pense que c'est exactement comme ça que j'aurais pu l'imaginer, le personnage qu'il joue. Et la seule chose, comme je vous dis, c'est que comme on enlève cette espèce de côté-là, c'est sûr qu'on enlève un petit peu de profondeur à la compréhension des personnages. Puis c'est dans cette série-là qu'est-ce qui, moi, m'a séduite, c'est-à-dire de bien comprendre l'histoire de chacun. Puis c'est qu'éventuellement, on devient tellement attaché à ces personnages-là puis à leur histoire qui est tout sauf à deux dimensions. Ben, c'est sûr que là, dans le film, j'avais un peu peur de ça, mais ça s'est quand même bien fait. On s'attache quand même. Ils ont quand même mis les points les plus majeurs de chacun des personnages, ce qui fait qu'on arrive quand même à s'attacher. Les acteurs sont excellents. Le scénario, je sais pas, j'ai pas réussi à voir si c'était Richard Osman qui l'avait fait, parce qu'en fait, Richard Osman, c'est une personne qui travaillait dans, il me semble, soit la réalisation ou les films ou les scénarios. Là, donc, au départ, c'était le fait de devenir auteur qui était quelque chose qui était un saut différent pour lui. Donc, il est impliqué, en tout cas, il est dans la production, là, je pense qu'il est producteur exécutif, mais je ne sais pas si il est impliqué au point d'avoir travaillé le scénario. Je sais que c'est réalisé par Chris Columbus, donc entre autres, qu'on a connu pour la réalisation des premiers films de Harry Potter chez Warner Bros. Donc, vraiment une réussite en ce qui me concerne. Évidemment qu'il manque quelque chose dans le sens que c'est normal, c'est deux médiums différents, donc on peut pas nécessairement, mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à extraire tout ce qui pouvait être extrait pour justement faire passer un extrêmement bon moment aux spectateurs. Donc, si jamais ça vous dit, je vous dirais que c'est assez proche, comme je vous disais, du premier tome pour, à la limite, si vous avez juste vu l'adaptation cinématographique de Netflix qui vient tout juste de sortir, vous pourriez passer au tome 2 directement de cette série-là. Surtout que le premier tome, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le premier tome du livre, c'est un tome qui souvent a fait, j'ai remarqué, en tout cas en version française, parmi les booktubers que je suis. En plus, récemment, une dernière, là, Mrs. Book-Hermont, qui a aussi décroché. Ça a fait décrocher beaucoup de monde, ce premier tome-là. Moi, c'est parce que je l'ai écouté, non seulement, mais en langue originale aussi. Et le premier tome, ça s'est bien passé. Moi, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, mais je pense que peut-être le côté que c'était une traduction. Ça se passe quand même en Angleterre, dans un milieu un peu spécifique où il va y avoir du langage familier puis des référents qui font en sorte que, comme ça a été traduit en France, ben peut-être que ça faisait un petit peu une espèce de genre anachronisme ou quelque chose comme ça. Ben pas anachronisme, mais disons c'est un peu cringe, comme on pourrait dire, parce que ça ne fit pas partout avec le milieu. L'argot qui va être proposé ne va pas nécessairement fitter avec le fait que ça se passe dans un milieu plutôt rural britannique. Ça fait beaucoup décrocher les gens, cette partie-là, mais surtout selon moi parce que le tome 1 est un tome de mise en place. Donc c'est très long avant de commencer, c'est-à-dire que je pense que c'est pas avant au moins la moitié qui commence à se passer quelque chose. Mais soyez rassurés, pour les tomes suivants, c'est pas comme ça, parce que comme ça a été mis en place dans le premier, ça commence dès le départ, puis comme on connaît très bien les personnages maintenant, ben on peut aller directement, dans le fond, au cœur du sujet, on est pris dans une action, donc à la limite, c'est rare que je vais vous dire ça, mais parce que c'est une excellente série en livre, que c'est vraiment bien écrit, que c'est touchant, que ça aborde des sujets qui ne sont pas nécessairement évidents, que ça met de l'avant des gens qui sont justement dans une autre période de leur vie, donc ont plus d'expérience et tout ça, donc des personnes plus âgées. Je vous dirais, si jamais ça vous freinait le tome 1, vous l'aviez commencé, vous l'avez arrêté, au pire, écoutez le film. Puis après ça, lisez le tome 2, 3, 4. Je pensais jamais que je dirais ça dans la vie, mais là, je vous dis, ça vaut vraiment la peine.
Puis je sais pas s'ils vont faire les autres adaptations en film, mais pour vrai, l'écriture vaut vraiment la peine d'être lue. Donc, ça se lit. Ils ont l'air d'être gros, mais ça se lit vraiment bien. Puis une fois que vous allez avoir compris qui sont les personnages, à partir du premier tome, comme je vous dis, après ça, ça va aller vraiment. On est dans l'action après. Là. Il y a plus de rythme un peu contemplatif. Puis c'était quand même vraiment plus lent le rythme du tome 1. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est rare que je fais ça. Un petit suivi série, film que j'écoute, parce que j'en écoute pas tant que ça finalement. Mais là, bon, voilà, je l'ai écouté, c'était un succès, puis je vous le suggère ardemment, mais je vous suggère aussi de poursuivre la série de livres, comme je vous disais. Aussi, il va y avoir un mini book haul bibliothèque, parce que j'avais oublié que j'avais emprunté des livres à la bibliothèque avant de partir pour la fin de semaine. Je les avais juste bien rangés pour ne pas les abîmer. Et bien, je vais vous les montrer. Donc, tout d'abord, j'ai emprunté, puis là, je me souviens pas si je l'ai lu, celui-là, finalement, Ah non, c'est ça. J'en ai lu un autre de cet auteur-là, mais j'ai pas lu celui-ci. Donc, tout d'abord, j'ai emprunté Sport au cœur de la forêt. C'est de Joshua Barkman, False Knees, et c'est édité chez Kata. Et donc, un roman graphique un peu particulier. Et à l'arrière, ça dit une nuit étoilée, une météorite, un étrange champignon rouge, tout un mystère à éclaircir par les habitants de la forêt. Donc, à l'intérieur, ça ressemble un peu à ça. C'est pas très bavard, mais vous voyez que c'est un peu marquant quand même. J'avais bien aimé. C'est spécial le point de vue en fait qui est proposé par Joshua Barkman. Je sais pas si on en apprend un peu plus sur Joshua Barkman. Ouais, dans le fond, c'est un créateur qui a fait créer la bande dessinée False Knees, qui est une bande dessinée en ligne, qui mettait en scène des oiseaux, qui avaient un super humour. Puis, dans le fond, c'est un auteur qui s'inscrit dans la faune canadienne. Ça indique ici que le prix BDLis a été remis pour la version anglaise, donc originale, de Sport. Donc, j'avais bien hâte de découvrir ça. Et ça, c'est une série de mangas que j'attendais depuis super longtemps. J'ai vraiment hâte. Il me semble que c'est une courte série. Il me semble que c'est comme une série en 6 tomes, quelque chose comme ça. Je me souviens pas si c'était mentionné. C'est un seinen. Donc, c'est celui-ci. C'est Stardust Family. C'est de Poroyama Aki. C'est chez Vega Dupuis. Et il me semble que je l'avais vu chez... Je me souviens plus chez qui. Piketty Bookin, peut-être. Soit Piketty Bookin ou Alice Bookin Notre-Dame, mais je pense que c'est Piketty Bookin. Donc, je vais la quatrième de couverture. Dans un futur proche, un permis de procréer est mis en place, permettant de bâtir une société idéale sans problème de natalité ni de maltraitance. Désormais, devenir parent est un privilège réservé à ceux qui réussissent l'examen et concevoir un enfant sans autorisation est illégal. Ikari est un examinateur, un enfant chargé d'évaluer les familles aptes à élever un enfant en vivant temporairement avec elle. Durant l'une de ses missions, il fait la rencontre d'un couple étrange, bien différent de tous ceux qu'il a connus jusque-là. Alors, super intéressant. Puis en plus, à l'intérieur, c'est pas trop chargé. Ben, c'est des seinen, fait que souvent, c'est sûr qu'on n'est pas non plus dans le niveau de chargé, visuellement chargé des shonen, mais même, tout le long, en fait, on a quand même un beau visuel épuré. Puis moi, c'est comme ça que, un autre exemple ici, même des pleines pages. Donc, moi, c'est ça qui vient me chercher, sinon je me sens complètement envahie. Donc, celui-là, je voulais lire, donc, livre de bibliothèque. Je vais sans doute les glisser entre mes lectures régulières. Je suis toujours dans ma lecture de... Bon, excusez pour le mot bizarre, mais je suis toujours dans ma lecture, je n'ai pas avancé encore, dans ma lecture de 24 heures de la vie d'une femme, que je vais poursuivre potentiellement en livre audio ou, si j'arrive pas à résister à l'appel de trotter aujourd'hui, en livre audio, c'est ça. Je voulais dire en papier, poursuivre en papier ou en audio si jamais j'arrive pas à résister à l'appel de la trotte aujourd'hui. Puis sinon, j'ai plein de vlogs à rattraper, donc je vais sans doute m'installer tranquillou pour en regarder quand même. Mais comme il fait super beau, peut-être que je vais me consacrer à ça cet avant-midi. Puis après ça, je verrai ce que je fais. Idéalement, comme je vous dis, il faudrait vraiment que je me repose. Mais je sais pas, j'ai envie d'aller me promener. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais idéalement, si je suis capable, je pourrais rester ici, peut-être aller prendre une marche ou au pire aller prendre un café quelque part. Mais je suis bien dans ma petite maison. Fait que des fois, j'aime ça être comme en pantalon de pitch avec un matcha que je me suis fait, puis un livre. Fait qu'on va voir. J'ai assez de lectures de toute façon potentielles en attente. Alors, je vous tiens au courant de toute façon de ce qui se passe. Mais pour le moment, en ce moment, à 9h27, le plan est rattrapage de vlog.
À tantôt! Les éditions de la boîte à bulles et on est projeté dans une France futuriste et un brin dystopique dans laquelle on va faire la connaissance de Denis et Lise. Lise est enceinte, les deux sont ravis, mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce bel événement ne doit pas arriver de façon spontanée dans cette société. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la saga, c'est une saga jeunesse écrite par Cassandra O'Donnell, dans laquelle on suit des jumeaux qui sont envoyés chez leurs grands-parents, qui, il me semble, ils ne les ont jamais vus, il me semble, je ne sais plus. Sinon, le tome 1, ça fait déjà un petit temps maintenant. Puisque le moment où je filme, là, on est le 21 août. Et en fait, j'avais pas prévu au départ de filmer aussitôt, mais je me dis que c'est bien d'avoir quelques vidéos d'abord. Bonjour, alors me revoici, on est toujours le lundi 8 septembre. J'ai changé de look parce que il s'est soudainement mis à faire un peu chaud aujourd'hui, puis ça redescend. Donc voilà, c'est pour ça. Mais on est encore le lundi en congé. Finalement, j'ai bien écouté mon plan de faire du rattrapage de vlog, des petites tâches tranquilles. Puis, ben, en fait, j'ai terminé la lecture complètement nouveau finalement de 24 heures de la vie d'une femme de Stéphane Zweig. Et c'était ma foi très remuant, je m'attendais pas à ça. Ça avait commencé, comme je vous disais, assez lentement. Je m'attendais à être en mesure d'apprécier intellectuellement ce livre-là, mais pas nécessairement de m'être laissé porter. Puis finalement, c'est vraiment marquant. C'est vraiment un... Bon, comme je vous disais, une histoire dans une histoire, mais c'est un roman qui parle de passion, puis de pulsion, puis à la fois de passion ou de pulsion amoureuse, puis de pulsion ou de pulsion de mort, mais par le biais de la dépendance au jeu. Je vous en dirai pas plus, parce que c'est intéressant de découvrir de quelle façon ça se passe. Et là, vous comprendrez pourquoi, potentiellement, on n'est pas trop surpris que Stefan Zweig avait une correspondance avec Freud. Mais on n'est pas du tout dans la psychanalyse, on est vraiment dans le partage d'un moment, où la vie d'une femme a basculé, mais dans le sens où il y a eu un événement marquant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un événement marquant qui, pour nous, est réversible, mais qui, pour elle, ne l'est pas. Donc, on n'est pas nécessairement dans l'abus ou quoi que ce soit, mais, enfin, bon, bref, disons que c'est nuancé. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un concentré d'émotions, d'intensité, d'âme à vif, disons, à la fois dans le personnage de cette femme âgée-là qui raconte quelque chose au narrateur qui se trouve à être au bon moment, au bon endroit au bon moment pour accueillir tout ça, sans nécessairement avoir une fonction particulière. C'est pas prévu qu'il reçoive ça, là, ça n'a pas l'air d'être son métier ou quoi que ce soit. Et en même temps, elle a réussi à lui faire confiance parce que justement, c'est comme si il donnait droit aussi, il considérait la femme comme un humain. Donc, il donnait droit à l'humain à l'erreur. Donc, comme la femme est un humain, il donnait droit à, ben pas l'erreur, mais disons à, non, pas l'erreur, voyez-vous, je suis en train de juger, mais qu'il donnait droit à l'humain à des choix hors caractère. Parce que c'est comme ça, parce qu'on est humain. Puis, ben, comme pour lui, il semblerait que pour lui, une femme était un humain, même si à l'époque, c'était, nous, la société, pas nécessairement considérée comme ça, ben, il incluait ça là-dedans. C'est ce qui, comme, pousse un peu la dame âgée à lui confier ça, puis un peu pour qu'elle-même, ça lui donne un peu la clé pour la suite de sa vie. Fait qu'on est quand même un peu dans une dynamique vous allez me dire, de psychanalyse, mais c'est vraiment un récit, c'est vraiment un monologue. Le 3/4 du livre, c'est le monologue de cette femme-là qui se confie. C'est vraiment intéressant. C'est touchant parce que, comme je vous dis, ça parle de pulsion puis de passion. Ça parle aussi d'addiction. Et puis, ben, c'est touchant parce qu'on sent... Je trouve que Stéphane Zweig décrit à la fois bien la passion et l'addiction et que, dans le fond, il y a une proche parenté, disons, entre les deux à ce niveau-là. Donc, ça m'a vraiment marqué. Je ne m'attendais pas comme... Bon, je sais pas quoi dire. C'est pas comme un livre que j'ai... Je peux pas dire que j'ai adoré. C'est pas comme une expérience de lecture. Je sais pas comment dire, mais c'est excellent, je trouve. C'est vraiment... je trouve ça audacieux comme point de vue. Puis je trouve que ça a été vraiment bien mis en forme. Ça laisse la place à la personne
qui partage son moment. Puis on n'est pas dans le jugement. Elle s'auto-juge, mais elle s'auto-juge ou pardonne ou fait avancer. Mais dans le fond, nous, on a vraiment une position de quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, c'est spécial comme position de lecteur, parce qu'on est comme on est un petit peu dans le rôle que le narrateur a là-dedans. On est comme un peu... on est un peu pris en otage par sa confidence, entre guillemets, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avancer nous-mêmes. Ça fait bizarre comment je vous en parle, mais c'est vraiment intéressant. Fait que, écoutez, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais même à le lire et le faire circuler, mais peut-être que je vais le garder même. Je sais pas. Je trouve ça intéressant comme réflexion. C'est comme je vous dis, quand même une plume qui est très... bon, comme je vous dis, il ne faut pas oublier que c'est traduit de l'allemand, mais parce que c'est une traduction. Mais c'est sûr que c'est une plume qui est très... à la fois, ça réussit étrangement à véhiculer de l'émotion pure, de la pulsion pure, mais en même temps, c'est très... un témoin un peu d'un carcan du début du 20e siècle. On n'est pas non plus dans comme... on n'a pas libéré la plume, disons, encore à cette époque-là. Mais c'est quand même accessible, je pense. Oui. Donc, si jamais ça vous dit, ou si vous l'avez peut-être déjà lu, peut-être même que vous l'avez déjà lu à l'école quand c'était forcé, mais si jamais vous l'avez découvert alors que c'était pas obligatoire, ça me fait plaisir ça me ferait plaisir de lire ce que vous en avez pensé. Et puis, si vous l'avez lu de façon obligatoire, peut-être aussi si vous avez été en mesure d'avoir un coup, pas un coup de foudre, mais que ça vous a donné un peu un coup, c'est pas au cœur cette fois-là, c'est comme un coup... ben, c'est peut-être à l'intellect, finalement, mais c'est vraiment un coup de réalisation, ça force la réflexion. Donc, juste voir si c'était juste parce que c'était forcé, il n'y a pas rien qui est rentré à part Colin, c'est un livre de 145 pages, ça se lit vite, ou vous avez quand même réussi à retirer quelque chose, mais je trouve ça super intéressant. Ça m'intrigue, ça me donne envie de lire d'autres Stefan Zweig, potentiellement. Donc, voilà, très belle expérience. Et sinon, c'est la saison des précommandes, parce que j'ai fait plusieurs précommandes. Je faisais pas ça avant, puis là, je le fais, parce que je sais que, ben là, les livres que je vais précommander, vous allez voir, c'est des gros éditeurs, fait qu'il n'y a pas besoin de ça, puis c'est des auteurs connus. Ben, pas tous, mais quand même, puis sauf que je sais quand même que les précommandes, le principe des précommandes, ça aide quand même habituellement à évaluer l'engouement futur d'un livre à apparaître. Donc voilà, j'ai fait une précommande, je ne savais même pas si ça sortait là. Puis c'est d'une autrice que, justement, je suis dans ma pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge, qui est Anna James, que j'ai connue avec sa série Pages & Co. Il y a également une nouvelle série qui va sortir. Puis ça, c'est comme tout nouveau. Je ne sais pas si je ne l'ai pas vraiment suivi comme autrice, donc je ne sais pas trop si c'est quelque chose de tout à fait qui avait été lancé depuis longtemps, mais moi, je ne l'avais pas vu passer. Puis j'ai essayé de le précommander, donc en plus, c'est chez c'est chez Indigo, donc pas mal le magasin qui vend des livres en anglais dans le coin de Montréal. Sinon, après ça, il y en a encore un peu, mais c'est pas souvent... il y en a chez les indépendants, mais c'est pas nécessairement des grosses collections parce que ça demande quand même d'avoir les reins solides pour avoir un inventaire puis un fonds en français et en anglais. Chez Indigo, eux autres, c'est une librairie anglophone, donc ils ont un fonds en anglais d'abord, puis en français aussi, disons, donc c'est différent. Puis ben, moi, j'en ai un habituellement qui n'est pas trop loin, mais là, qui est en ce moment en rénovation, donc c'est pour ça que j'ai fait des précommandes, parce que je voulais quand même y avoir accès. Bon, grosse histoire, mais on va ouvrir ça ensemble. Puis ben, c'était le fun parce que c'était une édition spéciale aussi, là, mais très chouette. Alors voilà. Et c'est Alice with a Y. Donc, d'Anna James. C'est Return to Wonderland. Voilà. Puis ben, je sais pas, il y a comme un petit reflet, puis en plus, bon, il y a un jaspage, mais c'était pas. Je me souvenais même plus qu'il y avait un jaspage, donc je sais pas si c'est à cause de ma face, vous allez le voir, mais comme ça. Et je sais pas si ça doit pas être très spécial. Donc, le livre en tant que tel, en dessous de la jaquette, n'est pas très. Est pas nécessairement nouveau. À l'intérieur, c'est super aéré, mais c'est cool. Je vais vous montrer un petit peu. À l'arrière, on a une citation de Kieran Millwood Hargrave qui a... Qu'est-ce que j'ai lu d'elle? Kieran Millwood Hargrave, j'ai lu Julia and the Shark, puis
quelque chose and the Fox. C'est super bon. Donc, une autrice qui fait absolument du fantasy. Puis son blurb, c'est que c'est spectaculaire et que ça... Bon, je vais lire en anglais. Walks the tightrope of merging a classic with freshness immaculately, a story that will scoop up readers old and new and send them joyfully back to Wonderland. Funny, tender, and oh so clever. Donc, ça se passe en 1919 en Angleterre. On y suit Alice, écrit avec un Y, qui habite avec sa grand-mère, la Alice originale de Alice au Pays des Merveilles, et qui a perdu son père pendant la Grande Guerre. Quand une mystérieuse invitation à un tea party va être envoyée, Alice va réaliser que sa grand-mère, les étranges histoires de sa grand-mère d'un endroit qui s'appelle Wonderland, peut-être qu'ils sont plus fondées qu'elle ne le croit. Donc, voilà. Donc, c'est... bon, il y a aussi des illustrations. J'ai vu un peu, c'est peut-être pas mes illustrations les plus... je sais pas si c'est très, très engageant, mais j'en ai vu une. C'est un peu trop propre, je dirais, pour moi, mais bon, voilà, avec le chat du Cheshire. Voilà. Alors, j'ai super hâte de lire. Ça me tente presque... Mais voyons, mon chat qui est en train de vieillir fou. Ça me tente presque de l'insérer dans ma pièce à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je sais pas, je vais voir là, si j'ai peut-être quelque chose, une catégorie que j'avais mis quelque chose un peu par dépit, puis que je pourrais faire l'échange. Oh, je suis vraiment contente. Il est vraiment beau. Très heureuse. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce segment. Alors ben voilà, donc première lecture de la semaine complétée. Première arrivée livresque joyeusement reçue. Et il va y en avoir d'autres que j'en ai. Je pense que je vais en recevoir jusqu'en novembre. J'en attends 3 autres, je pense. 3 ou 4 autres. C'est pas de ma faute. Ils sortaient tous cet automne. Voilà, fait que je vais vous les présenter au fur et à mesure. Et ben là, évidemment que je vais encore être confrontée à la question qu'est-ce que je lis ensuite? J'en ai aucune idée. Je suis un petit peu aussi en train d'hésiter avec les plateformes de livre audio. Je demeure déterminée à prioriser les plateformes de bibliothèque, bien entendu, et la plateforme Nextory que j'ai, qui est la principale. Mais des fois, il y a quand même des titres qui ne sont pas encore sur Nextory. Ils ont une très, très bonne sélection, mais pas toujours. Ils ne peuvent pas tous avoir. Puis mes seules autres options, c'est vraiment des plateformes américaines que j'essaye gros d'éviter. Il y en a peut-être une, parce que je lis quand même beaucoup en langue originale. Donc, c'est sûr que j'aurais pu me tourner vers Nara Audio au Québec, mais la sélection est intéressante, mais on dirait qu'elle n'est pas aussi riche que ce dont j'aurais besoin. Donc, je sais pas trop. Fait que là, j'ai fait un peu de nettoyage. J'avais une autre plateforme que j'utilisais qui était Everend, mais qui ont changé leur forfait, là, puis je trouve que ça vaut plus la peine. J'aime autant, quitte à augmenter mon nombre d'heures sur Nextory par mois, en plus de garder la bibliothèque pour les livres français et anglais. C'est juste qu'en anglais, la sélection maintenant pour les bibliothèques au Québec est très, très petite. Puis c'est vraiment une réalité de coût, au cas où vous ne sachiez pas. Les livres audio pour les bibliothèques devraient être achetés tout comme des livres papier. Et c'est pas en écoute illimitée, puis c'est pas en écoute simultanée. Donc, c'est des gros sous, donc je suis consciente que ça peut avoir un gros impact sur le développement des collections pour les collections numériques dans les bibliothèques. Fait que j'essaie quand même d'emprunter là parce qu'en fait, c'est un principe de moins on emprunte, puis moins il y a de l'argent qui va être mis dans ces collections-là. Mais en même temps, quand il n'y a pas toujours ce qu'on veut, ça devient un petit peu fâchant. Bref, grosse question de personnes privilégiées, mais en même temps, ça fait partie des choses que j'aime beaucoup avoir, puis qui me permettent de lire énormément en dehors de la position assise et fixe. Donc, on verra pour la suite. Je vous tiendrai au courant si jamais je prends une nouvelle plateforme ou si jamais vous en avez peut-être au Canada. Là, je sais qu'il y a Libro.fm, j'hésitais entre Libro.fm ou audiobook.com, mais Libro.fm, c'est intéressant parce que ça redonne une partie aux indépendants, mais la mensualité est quand même très élevée. Puis c'est encore américain, mais bon, on peut quand même donner un pourcentage à des librairies francophones, ben pas francophones, mais québécoises, dont peut-être, entre autres, Jordan Quarterly, puis d'autres librairies à Montréal. Donc, ça peut être intéressant.
mais j'hésite un peu encore. Fait qu'en tout cas, si jamais vous voulez, mettez-moi vos bons plans. Évidemment, pour moi, on exclut Audible et Everand parce que j'ai déjà essayé puis c'est pas nécessairement ça qui me convient. Mais si vous avez d'autres plateformes, bien entendu, on est dans le légal ici, n'est-ce pas? Donc, d'autres plateformes légales et intéressantes qui permettent d'avoir accès à un catalogue bien développé de livres audio en langue originale anglaise principalement. Ce sera super apprécié. Alors, j'attends vos commentaires. Sinon, on se dit à tantôt dès que j'aurai une nouvelle lecture entamée ou qu'on fera des petites choses intéressantes qui valent la peine que je vous montre ça. À tantôt! Hey! Long time no see. Je ne vais pas vous prendre très longtemps encore une fois, mais j'ai décidé d'aller courir. C'est vraiment tout ce temps-ci de me motiver. Pourtant, c'est vraiment des bonnes températures, mais je suis hyper fatiguée. Les vacances, c'est bientôt. Ça va faire du bien. Mais je vais juste vous dire que finalement, j'ai déterminé ma prochaine lecture parce que la bibliothèque l'a encore décidé. C'est-à-dire que j'ai reçu une réservation pour le tome 2 de la série À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc, j'ai lu en langue originale, donc c'est The Subtle Knife. En français, je me souviens plus c'est quoi. Je pense que c'est La Tour des Anges, qui fait pas référence vraiment aux mêmes choses si juste dans le titre, mais c'est pas grave. C'est sûr que je vais pas beaucoup vous parler du deuxième tome parce que c'est une trilogie. L'action se suit définitivement entre les tomes. Les personnages évoluent énormément. Les lieux changent. C'est du fantasy, fait que c'est sûr qu'il y a vraiment une construction d'univers. Puis dans ce tome 2-là, on est vraiment dans un tome où Lyra, dans le fond, elle va en avoir appris beaucoup un peu plus sur qui elle est, sur ses origines, mais on sent qu'elle va en apprendre de plus en plus sur son vrai rôle, en fait, dans tout ça, dans toute son existence, sa quête et tout. Puis nous, on apprend de plus en plus aussi de choses sur les différentes personnes qui évoluent dans ce monde-là, qui est un monde qui est un peu parallèle. Ça fait référence à Londres, ça se passe quand même en Angleterre, mais c'est une Angleterre où il y a de la magie, donc c'est sûr que c'est différent. Mais en même temps, c'est quand même basé sur des connaissances qui peuvent avoir quand même des fondements dans notre réalité. Donc, c'est ça qui est intéressant. Il va y avoir une nouvelle personne qui est intégrée, un nouveau personnage principal, secondaire qui va arriver, qui semble avoir une signification majeure dans la quête de Lyra. Donc, j'en sais pas beaucoup plus en ce moment. Et on comprend que potentiellement, ça va également l'aider à, même si elle a l'impression qu'elle va devoir aider ce personnage-là à résoudre sa propre quête à lui, on sent que ça va l'aider à faire avancer la sienne également. Donc, toujours aussi bien écrit, toujours aussi étrange choix de public cible, dans le sens où on dirait que le personnage de Lyra, c'est quand même un personnage qui est jeune, définitivement jeunesse. En même temps, avec des choses qui sont très intenses, horribles, est entouré par des enfants et des adultes. Donc, c'est pas nécessairement un livre qui s'adresse à des très jeunes enfants ou très jeunes lecteurs. Mais en même temps, il y a quelque chose de très juvénile dans la vision du personnage principal, qui est Lyra. Donc, je suis toujours un peu dubitative par rapport à ça. J'ai aucun problème avec le mélange des genres. Puis, pour moi, la littérature jeunesse, ça n'a pas d'âge, là. Ça n'a pas rapport. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être quand même, en ce moment, pour moi, il me semble y avoir une certaine... peut-être pas maladresse, parce que j'imagine que non, mais... Parce que dans le fond, je veux dire, tant qu'à ça, on peut aller toutes les séries de fantastique jeunesse qui ont finalement été récupérées par le monde des adultes, ça va aussi. Mais c'est comme si le développement de l'univers est quand même assez important, mais que le comportement des personnages demeure au niveau plus en surface de ce à quoi on pourrait s'attendre pour un plus jeune lectorat, parce que c'est nécessairement une approche qui est différente quand on s'adresse à un jeune lectorat. Donc, je vous en reparlerai si jamais ça vient sur le sujet.
puis ma perception demeure. Mais sinon, j'apprécie toujours ma lecture, donc ben voilà. Je vais la poursuivre en audio. Dans la version audio que j'ai, c'est lu par l'auteur, narré par l'auteur, puis les personnages, ce sont des jeunes comédiens qui les font. C'est intéressant, mais l'auteur lit vite. On n'est plus habitué à ça. Il lit à une vitesse normale, en fait, un peu comme on lit dans notre tête. Donc, je me souviens qu'il me semble que le premier, je l'avais ralenti. Parce qu'à l'écouter en voiture ou en courant, ça demande une certaine capacité d'attention pour du fantasy que je devais quand même le ralentir. Mais bon, bref. Alors voilà, finalement, je vous ai parlé plus que prévu. Je vais reposer mon bras, aller courir, et puis ben, je vous reviens quand j'ai avancé un peu plus. À tantôt! Hey, bonjour! Alors, on est le vendredi 12 septembre et post-course, donc, n'est-ce pas? Cheveux mouillés de douche. Je voulais venir vous parler, en fait, j'ai pas vraiment le temps, mais je vais prendre le temps de le faire parce que ça vaut la peine. J'ai eu le temps de faire 2 lectures super marquantes, en fait, depuis quelques jours, en plus de poursuivre mon Philippe Pullman en livre audio. Tout d'abord, c'est une BD que j'ai découverte, puis là, j'ai comme un blanc. J'ai découvert, je pense, c'est soit par le biais de certains comptes qui parlent plus de BD, donc je dirais dans les booktubes, là, soit peut-être Alex Bouquin en Prada, peut-être Pikiti Bouquin, peut-être Rêve ta vie en lecteur, mais j'ai plus l'impression que je l'ai vu passer chez La Chouette Bibliothécaire, un compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne la suivez pas, suivez-la, c'est vraiment chouette, là. C'est une bibliothécaire comme ça le dit, et qui est chouette, non, mais qui fait beaucoup de lectures, beaucoup de recensions. Vraiment intéressant comment elle fait ses recensions, efficaces, attrayants. C'est vraiment comme si vous étiez devant une bibliothécaire et que vous avez des suggestions de lecture. Fait que ça se peut que je l'ai vu passer là. Mais bref, la BD en tant que telle, ça s'intitule Mi-Mouche, tome 1. Le sous-titre, c'est Tu veux te battre. C'est de Véro Cazot et Carole Morel. C'est publié chez Dupuis. C'est paru tout récemment ici au Québec. Donc, éditeur étranger, mais tout récemment ici. Donc, je pense que c'était mi-août. Et c'est le premier tome, en fait, d'une série. Et c'est un coup de cœur absolu. Ça m'a tellement remué. C'est touchant, c'est bien fait. Puis, c'est Carole Morel au dessin. Bon, pour être efficace, ce dont ça parle, c'est de... bon, on va suivre 2 jumelles, en fait, qui sont... je me souviens plus des noms. Je vais m'aider un peu. Colette et Lison, qui habitent avec leurs parents et qui sont 2 jumelles très différentes. Donc, Lison, c'est vraiment celle qui elle a beaucoup d'aisance. C'est plus elle qui n'a pas peur d'être un peu sous les spotlights et tout ça. Elle fait de la danse et tout. Puis c'est quelqu'un qui est super lumineux, rayonnant et tout. Puis Colette, c'est plus celle qui est plus discrète, qui est plus comme en travail de fond, on dirait. Et bon, éventuellement, malheureusement, puis ça, c'est pas un divulgateur, mais rapidement, en fait, il va arriver un très grand drame dans cette famille-là. Donc, c'est-à-dire que dans un accident de voiture, en fait, Lison va décéder. Donc, dans l'accident. Et la maman de Colette et Lison va perdre un bras. Et il va s'en suivre un peu l'espèce de après-drame. La famille va essayer de se reconstruire. Et la mère, dans sa douleur, va un peu comme accrocher sur le fait que, évidemment, Lison est décédée et tout ça. Puis Colette, voyant ça, elle va avoir l'impression que tout le monde s'attend, sa mère y compris, à ce qu'elle prenne la place de sa jumelle identique. Donc, qu'elle fasse ce qu'elle faisait et tout. Mais en même temps, Colette, c'est pas son tempérament. Donc, Colette va commencer à faire de la danse. Sa mère va la pousser beaucoup en mettant beaucoup plus un peu de la culpabilité en disant, ben toi, tu as tous tes membres parce qu'elle a perdu un bras. Puis si j'ai bien compris, j'ai peut-être mal compris, mais je crois que la mère de Colette et Lison, c'était aussi une prof de danse, en tout cas, peu importe. Donc, elle va la pousser en disant, toi, tu as tous tes membres, tu n'as pas de raison de ne pas faire de danse, donc elle va la faire. Colette va le faire, pas avec son cœur, mais elle va le faire. Elle n'est pas tant bonne, mais genre, elle va s'obstiner, puis elle n'ose pas comme pas trop en parler non plus, puis parce qu'elle voit bien que sa mère, ça la fait réagir, puis elle est bien consciente que sa mère a du chagrin, puis qu'elle a perdu un bras, fait qu'elle essaye comme de juste couper avec ça. Éventuellement, suivant un des cours
de danse qui s'est pas tant bien déroulée avec son ami. Elle va croiser, ils vont se réfugier vite, vite à quelque part parce que je me souviens plus. Je pense qu'il y avait comme une évasion de cochons dans la rue, genre, je sais pas trop quoi, là, c'est très rural et tout ça. Ils vont se réfugier dans un endroit, ben, un ring de boxe, dans le fond, un endroit où ils font de l'entraînement pour la boxe. Puis, en fait, là, Colette va avoir comme une espèce de révélation, puis elle va réaliser qu'elle aurait comme envie d'en faire. Puis, c'est très beau parce que tout au long de la BD, il va y avoir toujours une espèce d'ombre qui va suivre Colette, qui est en fait un peu comme sa conscience, en fond, qui va toujours un peu lui dire soit qu'est-ce qu'elle a l'impression que les autres vont lui dire, ou va lui dire, ben voyons, comment ça, t'es pas comme ça, pourquoi tu te plies, pourquoi tu dis rien, et tout ça. Puis là, va s'en suivre une espèce de double vie pour Colette, qui va tout faire pour faire de la boxe malgré le fait que sa mère veut pas. J'en dirai pas beaucoup parce que c'est quand même, ben, c'est un tome 1, c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Ça aborde évidemment plein de thèmes. Vous pouvez voir évidemment le deuil, bien évidemment. Euh, euh, la mort d'une sœur, puis encore plus dans un duo de jumelles. Le fait d'affirmer qui on est alors qu'on est dans une famille qui est déjà brisée. Est-ce que ça va encore plus faire en sorte que tout va s'écrouler? Est-ce qu'on va encore avoir notre place là? Est-ce qu'on a le droit d'exister d'une autre façon que celle que les parents veulent qu'on existe? Que ce soit par douleur, là, je jette pas la pierre à personne là-dedans. C'est super bien fait. Les dessins de Carole Morel, c'est elle qui avait fait, si je me souviens bien, l'adaptation en roman graphique de En attendant Bojangles. C'est tout en nuances. Le jeu, comme je vous dis, entre l'espèce de conscience de Colette et Colette, donc espèce d'ombre un peu qui la suit et tout. C'est tellement bien fait, tout délicat. En même temps, on comprend super bien. Le découpage est excellent. Il y a plein d'émotions qui jaillissent. C'est riche en émotions, mais c'est jamais le chaos au niveau de la compréhension. Le texte est superbe. Ça se termine quand même sur un suspense en tant que tel, mais un suspense psychologique, humain, dans le sens que je veux dire, on veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec la fameuse squelette qui, tranquillement, éventuellement, on va comprendre qu'elle essaie vraiment de s'ouvrir malgré tout. Qu'est-ce qui va se passer aussi avec la famille qui a aussi ses choses à gérer, son deuil et tout. Ah, c'est vraiment un coup de cœur, comme lisez ça, ça vient juste d'arriver. Je sais pas combien de temps il va avoir dans la série, mais ça vaut la peine. C'est tellement touchant. J'avais pas du tout entendu parler de cette BD-là qui s'en est. Une chance que je l'ai vue passer par hasard parce que c'est clairement une BD que je pense que j'aurai chez moi parce que visuellement, elle est super attrayante. Les personnages sont attachants. Ça donne un coup au cœur. Euh, c'est c'est pas dans le jugement, en même temps, ça met de l'avant quand même des comportements que les gens peuvent avoir dans une phase de deuil qui sont dérangeants parce que un parent qui a l'air de pousser sa fille non morte à devenir comme la fille morte, c'est pas nouveau, vous allez me dire, mais c'est quand même troublant parce qu'on se dit, bon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Puis Mi-Mouche, si jamais vous êtes un peu curieux, c'est qu'en fait, dans le règne de boxe, en fait, comme c'est une toute petite fille qui d'ailleurs a eu sa réaction à elle de deuil, à plus d'essayer de se fondre dans l'idée qu'elle pense que les autres veulent d'elle. Elle a arrêté de grandir. Ça y a pris du temps avant de grandir, donc elle est super petite. Tout le monde est rendu plus grande qu'elle, puis c'est ça aussi, psychologiquement, on s'entend là, avec le deuil et tout, puis la pression, puis le stress. Mais donc, elle est très légère, donc c'est dans les catégories, en fait, pour la boxe, il y a les différents poids, puis il y a le poids mouche, qui est comme supposément le poids le plus léger, mais il y a aussi le mi-mouche, qui est comme celui encore plus léger, donc c'est pour ça qu'il l'appelle mi-mouche, parce qu'elle fait partie de cette catégorie de poids au niveau de la boxe. Donc, je vous laisse à découvrir la BD, j'en parle pas plus. Mais j'espère que le deuxième tome arrive bientôt. J'ai vraiment envie de l'acheter, cette BD-là. Puis, bien, évidemment, l'avantage que ça soit paru chez Dupuis, c'est que c'est une grosse maison d'édition. C'est quand même un format standard, donc je pense, il me semble que c'est comme, je sais plus, c'est comme une page 48, il me semble, les formats de BD standard. Non, plus épais, 62 pages, OK. Fait que quand même, c'est cool parce que c'est un format qui est un petit peu plus épais. Mais comme c'est chez Dupuis, puis que c'est une grosse maison d'édition, puis qu'ils peuvent avoir des gros volumes pour l'impression, c'est pas trop cher quand même pour le type de BD que c'est 23,95 au Québec. C'est très rare que ce type de BD-là est à ce prix-là. Donc, vraiment, ajoutez-le à vos classes, à vos bibliothèques de classe si vous voulez. Ajoutez-le à vos bibliothèques si vous êtes bibliothécaire. Achetez-le pour vous chez vous. Permettez-vous de l'emprunter à la bibliothèque pour le lire. Vraiment un coup de cœur absolu.
Et en plus, juste comme pour faire exprès, mais en enchaînement, j'avais réservé en version numérique une nouveauté aux éditions Isatis au Québec. Donc, une nouveauté qui vient tout juste de paraître là, le 2 septembre. Et ça s'appelle Le Chandail orange de Mia. Ça a été écrit par, puis là, j'espère que je vais prononcer le nom correctement, par Wanda John Keewin et illustré par Erika Rodriguez Medina et publié chez Isatis. Et là, on est dans un tout autre ordre d'idées, mais c'est tout aussi émouvant. Donc, on est dans une histoire qui met de l'avant, en fait, un peu le côté de mémoire-réconciliation, donc ce qui se passe au Canada par rapport aux horreurs qui ont été faites aux Premières Nations pendant de trop nombreuses années, dont les pensionnats autochtones. Et dans le fond, c'est Mia qui est à l'école. On comprend qu'elle est à l'école. On ne sent pas qu'elle habite nécessairement sur une réserve. Elle est dans une école où elle est la seule, en fait, issue des Premières Nations dans sa classe. Et la professeure, en fait, lit une histoire sur les pensionnats autochtones, les Premières Nations et tout. Et puis, ça explique comment, à l'époque, en fait, les enfants des Premières Nations étaient arrachés à leurs parents puis envoyés dans les pensionnats où on leur coupait les cheveux, où on les obligeait à perdre leur culture et tout ça. Et puis, ils ne pouvaient pas jamais revenir chez eux, même pas pendant les vacances, parce qu'on voulait vraiment comme complètement tuer leur culture, ce qui est terrible. Et, mais dans le fond, Mia est quand même assez jeune, puis la façon dont c'est mis de l'avant par l'enseignante, c'est vraiment comme pour faire prendre conscience aux élèves de ce qui s'est passé, puis pour faire en sorte que justement ça ne se reproduise jamais, puis essayer de voir si on peut être solidaire par rapport à tout ça, par rapport aux peuples qui ont vécu ça, puis comment on peut essayer d'être solidaire en leur signalant que on en est conscient, qu'on est désolé, puis qu'on n'oubliera jamais que ça s'est passé. Puis là, Mia, évidemment, elle est complètement tétanisée parce qu'elle, elle sait qu'elle est issue des Premières Nations, puis elle se dit, oh mon Dieu, mais est-ce qu'ils vont venir m'arracher à ma mère et tout ça. Donc, elle le prend vraiment comme si ça s'adressait personnellement à elle, comme si c'était une espèce d'avertissement. Puis là, elle se met à pas aller bien. Elle est toute jeune quand même, Mia, là, on sent qu'elle a peut-être 7 ans, peut-être 6-7 ans. Puis bien évidemment, ça se met à tellement pas aller bien que finalement, l'école appelle sa mère, puis sa mère vient la chercher. Puis là, au début, elle n'avait pas parlé à sa mère de qu'est-ce qui se passe. Sa mère, tranquillement, elle la laisse aller un peu, puis elle finit par, il commence à préparer le souper, elle demande à sa fille de l'aider avec la bannique, et tout ça. Puis à un moment donné, elle dit, est-ce que tu peux me parler? Et là, Mia finit par se confier. Puis sa mère, dans le fond, l'accueille là-dedans, lui explique ça, lui explique que non, ça se fait plus maintenant, que les derniers pensionnats autochtones ont été fermés en 98, ce qui est affreusement tard. Mais bon, on est quand même en 2025, donc on essaie d'imaginer ça un peu. Donc, il n'y a aucune chance que ça lui arrive, qu'il n'y a pas personne qui va les séparer. Puis que dans le fond, elle explique aussi la démarche de l'enseignante là-dedans, parce que Mia ne comprend juste pas pourquoi on a comme raconté ça, puis qu'elle est juste terrorisée, puis elle est juste comme, mais non, mais c'est-tu parce que je suis la seule Première Nation là-dedans, puis c'est-tu pour ça que je suis la seule Première Nation? Elle, sa logique, c'est si je suis la seule enfant qui est issu des Premières Nations dans ma classe, est-ce que ça veut dire que toutes les autres ont été enlevées et ont été envoyées dans les pensionnats autochtones? Fait que c'est impressionnant quand même pour l'imaginaire. Fait qu'on va les suivre là-dedans, puis la démarche, puis comment elle va apprendre tranquillement à vivre avec cette prise de conscience-là, sans nécessairement être écrasée par ça. Donc, on est vraiment dans la transmission, en fait, de la mémoire, mais pas nécessairement du poids de la douleur de ce qui s'est passé entre les générations. Puis, éventuellement, il va y avoir le chandail orange qu'on met absolument juste le 30 septembre, puis Mia va décider de le porter le plus souvent possible. Donc, je vous dis la fin parce que c'est juste pour donner un petit peu une idée. J'ai adoré ça. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien dosé. On est souvent dans ces livres-là, ce sont des livres qui sont plus didactiques. Puis là, là, je voulais raconter peut-être que ça a l'air un peu didactique, mais non, parce qu'on suit vraiment ça à hauteur d'enfant. Puis d'ailleurs, à la fin, il y a une note de l'autrice qui est super intéressante. C'est quelque chose qu'elle n'a pas personnellement connu, mais que ses 2 frères ont connu, aller au pensionnat autochtone. Elle a écrit cette histoire-là justement pour essayer de trouver une façon d'amener ça sur le sujet de façon positive, de façon à ne pas transmettre le traumatisme en fait entre générations, mais tout en étant en s'assurant de bien que la mémoire se poursuive, puis qu'il y ait une meilleure compréhension en fait de où en sont rendus les Premières Nations maintenant en regard de ce qu'ils ont vécu. Donc, c'est super intéressant. Puis elle disait que ce qu'elle trouvait intéressant, l'autrice, c'est que de proposer à travers les yeux d'un enfant. Parce que les yeux d'un enfant,
ça prenait pas les choses au premier degré, mais en même temps, c'est quelque chose de vrai puis d'authentique. Puis c'est ça qui m'a marqué là-dedans. C'est super bien fait. On n'est pas dans l'exagération, on n'est pas dans l'intellectualisation des parents. La petite fille, elle a peur de se faire enlever. Elle a peur que ce soit pour ça qu'elle est toute seule. Donc, elle vit plein de choses. On comprend qu'elle peut-être elle vit indirectement un peu le fait qu'elle est différente par rapport aux autres, mais c'est pas négatif, c'est juste qu'elle se pose des questions. Elle n'a jamais connu ça, puis bien, c'est sûr que pour elle, se faire raconter une histoire versus le fait que ce soit plutôt pour souligner et aider à commémorer, pour elle, est en premier degré, fait qu'elle ne comprend pas nécessairement. J'ai trouvé ça super intéressant, puis le visuel est vraiment, vraiment chouette. Je n'étais pas sûre au début avec la couverture, ça me semblait être des couleurs pleines. C'est souvent le cas d'ailleurs pour les histoires qui mettent en scène des Premières Nations. J'ai remarqué particulièrement aux éditions scolastiques. Puis je trouve ça intéressant, mais là, j'ai trouvé que c'était ça. Oui, on était vraiment dans le coloris, mais il y avait une certaine texture aux illustrations. Puis on dirait que ça amenait justement une profondeur, un côté qui attirait le regard, mais qui nous amenait plus loin. Puis ce livre-là, c'est ça qu'il fait, on dirait. Il attire le regard, surtout avec la prémisse, puis comment ça se passe. Mais en même temps, ça nous amène plus loin aussi. J'ai vraiment adoré ça. C'est un super album jeunesse à mettre entre toutes les mains, encore une fois. C'est chez Lisatis, donc maison d'édition québécoise. Puis là, j'ai fermé ma fenêtre Internet, mais... je ne sais pas si c'est très cher, mais je pense pas. Mais même à ça, ça vaut la peine. C'est vraiment un incontournable là, à avoir, je crois. Puis, tu sais, on le dit souvent, mais je trouve que dans celui-là, je trouve que justement, je trouve que c'est un bel hommage à rendre parce que ça a été écrit par une personne qui ne l'a pas vécu personnellement, mais qui, dans sa famille, a vécu le principe de la transmission des traumatismes intergénérationnels en lien avec, entre autres, les pensionnats autochtones. Puis ça a été écrit pour qu'elle, c'est sa propre démarche. Puis je trouve que c'est tellement bien dosé, tellement bien fait, puis authentique et tout. Puis c'est pas moralisateur, en même temps, ça banalise rien. C'est inspirant, en quelque sorte. En même temps, c'est émouvant. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était... Chandail orange de Mia. Ouais, voyez-vous, c'est 17,80. Non, je me trompe. 24 $. Donc, quand même, un prix. Mais si je me souviens bien, si c'est chez Tournepierre, c'est des albums qui sont reliés. Oui, c'est des albums qui sont à couverture rigide. Donc, quand même, 24 $ pour un album à couverture rigide. Mais peu importe, ça vaut la peine que vous le mettiez dans vos bibliothèques. Donc, ça vient tout juste de paraître 2 septembre. Donc, c'est actuellement en librairie. Ça va peut-être arriver bientôt dans vos bibliothèques. Pour ceux qui sont en Europe, je crois qu'Isatis est distribué en Europe. Je ne suis pas certaine, mais peut-être voir avec la librairie du Québec. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Mais il me semble qu'Isatis est aussi distribué en Europe. Mais ici, c'est distribué, c'est certain. Donc, voilà, c'était comme mes deux lectures marquantes. Je suis super contente de les avoir faites. Ça m'a comme fait comme un... À la fois, ça m'a fait un coup au cœur, mais comme un baume au cœur, un baume à l'âme, mettons. Un coup au cœur, un baume à l'âme. Ça permet de faire, comme je sais pas, de faire réfléchir, d'être emporté par des émotions à l'état brut, puis tellement de vérité. En tout cas, fait que, voilà, garochez-vous. Et ben là, moi, dans le fond, je vais aussi me précipiter pour aller travailler. Et ben, je vais revenir seulement, comme là, le vlog, ça va finalement paraître à être long, finalement, mais je vais revenir simplement quand j'aurai terminé la lecture du tome 2 de la trilogie de Is Dark Material de Philip Pullman, donc The Subtle Knife, La Tour des Anges en français de Philip Pullman. Et puis, ben, après ça, ce sera la clôture. Pas la clôture, mais ce sera la fin du vlog. Donc, ben, à tantôt! Et coucou vous autres! Alors, on se reprend rapidement. Samedi 13 septembre, après le boulot, et je suis en vacances. Et j'ai terminé hier soir l'écoute du tome 2, en fait, de la série Is Dark Material de Philip Pullman. Alors, c'est The Subtle Knife. Et c'était, ma foi, très enlevant. Alors, je trouve ça intéressant. Plus ça, comme je vous dis, ça va être difficile, plus ça va aller. Moi, je vais pouvoir vous parler de du contenu de ces tomes-là, parce que comme c'est un monde qui évolue, que plus ça va, plus le lecteur en apprend sur comment cet univers-là, qui est finalement... disons, à très nombreuses dimensions, avec plusieurs liens entre certaines de ces dimensions-là, ben, plus ça se développe, puis plus je peux pas tant vous en dire, parce que sinon, ça va vous divulgacher. Mais on continue à suivre toujours les fameux personnages. On sent qu'il va y avoir une potentielle croisée de chemin, en fait, qu'il y a une croisée de chemin, dans laquelle Will et Lyra ne semblent pas avoir pris vraiment la même direction. Cela dit,
ce que ça a généré, c'est vraiment un effet de suspense total. Là. Le tome 2 se termine sur un cliffhanger absolument terrible. Genre, bon, ben c'est sûr que là, j'aimerais ça lire autre chose, mais je suis en train de me demander si, vu que là, je suis en vacances pour un certain temps, est-ce que je me lirais pas le 3e tome finalement pour avoir une idée de qu'est-ce qui se passe? Puis ben en fait, plus ça va, puis plus la fameuse série, dans le fond, le second cycle, qui est arrivé après, qui est la série de Book of Dust, donc de Philippe Pullman, plus ça m'intéresse. Au départ, j'avais vu ça, j'étais comme, ah ouais, ça s'est paru vraiment plus tardivement, puis ça m'intéresse moins, mais là, avec ce que je lis, ça m'intéresse. Je demeure quand même un peu... ok, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et je demeure toujours avec un petit quelque chose qui me dérange. Je sais pas si c'est juste amplifié par la voix de la personne qui fait la narration du personnage de Lyra dans la version audio que j'écoute. C'est une voix qui est très, très, très juvénile et qui à la limite, un peu bébé, un peu gnangnan. Fait qu'on dirait que ça me donne plus l'impression que Lyra est très, très jeune, mais je sais qu'elle est jeune, mais... Puis c'est que ce que je vous disais, c'est que j'ai encore de la difficulté à réconcilier le fait que ce soit... Excusez, mais j'ai un chat qui gosse sur des choses qu'il ne faudrait pas. Donc, dans le fond, j'ai de la misère à réconcilier le fait que le sujet est quand même assez... en fait, les personnages subissent des choses assez sombres. On est vraiment, vraiment dans quelque chose qui pourrait ressembler à la limite aux deux derniers tomes des Harry Potter. Donc, on est vraiment dans tout ce qui est Dementor, des créatures qui vont sucer l'âme des gens. Puis ça, c'est spécial parce que ça m'a fait me poser la question. Puis je suis allée vérifier. Puis là, c'est pas une question de plagiat ou rien. Mais Philippe Pullman a commencé à sortir sa série, son Is Dark Material, avant le début de la publication des Harry Potter. Et disons qu'il y a beaucoup, plus ça va, puis plus il y a beaucoup de parenté, en tout cas en termes de créatures maléfiques. Par contre, en ce qui concerne comment le monde fonctionne, on est tellement dans quelque chose de beaucoup plus complexe, avec plein de dimensions, qu'on va retrouver potentiellement dans Harry Potter, mais vers la fin seulement, là, vraiment, qu'on va faire comme « Ah, OK ». Tandis que dans celui-là, c'est installé dès le départ. On sent vraiment que l'univers de fantasy est hyper bien travaillé. Donc, la parenté s'arrête là, mais des fois, je le lisais. Il y a des choses qu'on rencontre là-dedans qui sont des créatures, entre autres, qui s'appellent des specters. Puis ça, en fait, puis ça, ce tome-là est paru avant qu'on en soit rendu à un moment dans les Harry Potter où il y avait les Dementors. Puis je vous dirais que c'est assez pas mal le même principe finalement. Mais bon, c'est pas grave, on passe à un autre sujet. J'ai beaucoup aimé ça. Je demeure, comme je vous dis, un peu agacée par le fait qu'on dirait que l'univers est tellement développé que dans ma tête à moi, puis surtout avec les genres de conséquences qu'il y a sur les personnages, c'est quand même assez sombre. J'aurais tendance à dire que c'est au moins de l'ado. Mais les personnages principaux sont des personnages qui sont jeunes, puis qui agissent pas vraiment comme des jeunes, parce qu'on a des décisions terribles à prendre. En même temps, bon, c'est du fantasy, là, je suis bien d'accord avec ça, mais je sais pas, je trouve vraiment qu'il y a une petite affaire qui m'énerve. Mais bon, sinon, ça m'a beaucoup plu, donc très heureuse. Potentiellement, je vais lire le 3e tome pendant les vacances, mais ça, vous allez le savoir dans le prochain vlog. Et d'ailleurs, je vais vous quitter tout de suite parce que j'ai déjà un peu trop parlé. J'espère que ça vous a plu cette semaine-ci, avec le début de mon Pumpkin Autumn Challenge, puis quelques nouveautés de la rentrée littéraire. Et puis, ben, n'hésitez pas à me mentionner en commentaire si, vous, est-ce que vous faites le Pumpkin Autumn Challenge? Est-ce que vous avez déjà commencé? Est-ce que vous êtes du type à aller à la rentrée littéraire? J'en ai déjà posé des questions il y a quelques vlogs, mais n'hésitez pas à me mentionner des livres peut-être qui vous attirent dans la rentrée littéraire, que ce soit adulte, young adult, jeunesse, peu importe le genre. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir découvrir ce qui vous tente. Alors, voilà, sans plus tarder, j'espère que vous allez avoir des bonnes lectures. Puis, nous on se dit à la prochaine.